Merci infiniment, Georges Hauptmann. On a un aperçu, en vous écoutant, de l'écriture aussi de ce livre, puisque Adélaïde Oval a extrêmement documenté son expérience qui vous permet de nous faire les dialogues, ce qui est absolument fascinant. Et on est absolument sidéré par la façon dont cette femme dit non. Et c'est un des points communs, bien sûr, avec Annette Monod. Et cela pose la question jusqu'où on peut dire non dans les circonstances qui étaient les leurs. Ce sont des questions également qui ont été mises en jeu lors des procès. Alors nous accueillons maintenant le témoignage de la nièce d'Adélaïde Oval, donc Hélène Oval. On voit que se dessinent peu à peu les contours de l'engagement de votre tante, Adélaïde Oval, en résonance bien sûr avec l'engagement de Annette Monod, de figures de cette résistance féminine, de femmes également très ancrées, comme l'a rappelé Patrick Cabanel, dans leur culture et leur religion protestante. Est-ce que vous aviez jamais entendu Adélaïde Oval évoquer son expérience de l'emprisonnement, évoquer son expérience de la déportation à la maison lorsque vous étiez gamine? Puisqu'on a bien compris qu'Annette Monod en parlait volontiers, mais comment ça se passait du côté d'Adélaïde Oval? Eh bien, c'était un petit peu différent, puisque elle ne parlait pas en fait de cette période de sa vie en famille. Je l'ai entendue évoquer véritablement qu'une seule fois lorsqu'elle a relaté un épisode alors qu'elle travaillait sur le livre Chambre à gaz secret d'État, puisqu'elle avait été sollicitée pour traduire un certain nombre de documents et également bien sûr témoigner, même si jamais son nom n'apparaît pas dans la liste des intervenants de ce livre. Toujours est-il que c'est à ce moment-là qu'elle a choisi avec un de mes cousins de partager un épisode qui était particulièrement terrible, puisque c'était les prisonniers qui avaient été leurrés en fait par des personnes, en l'occurrence qui se faisaient passer pour la Croix-Rouge, qui pensaient à pouvoir prendre une douche en l'occurrence, et ce n'était pas une douche comme vous le savez, mais c'était une chambre à gaz. Donc elle avait choisi de relater cet épisode à mon cousin qui était là et moi-même. Vous aviez 13 ans à l'époque, voilà, c'est ça, j'avais Hélène. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez déjà remarqué son tatouage sur son bras? Alors oui, effectivement, j'avais remarqué son tatouage, mais j'étais très jeune. D'ailleurs, je la voyais assez peu souvent, puisque nous habitions en Alsace et qu'elle habitait donc à Groslay, donc là, je la voyais 2 ou 3 fois par an. Et j'avais donc remarqué ce tatouage et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elle garde ce numéro de téléphone, de qui est-ce et alors au bout d'un certain nombre de fois, j'avais remarqué qu'il manquait un chiffre, mais malgré tout, je ne connaissais pas la signification de ce numéro. Alors en grandissant, Hélène Oval, qu'est-ce que vous avez compris au fond de l'engagement et surtout de la façon dont votre tante a documenté son expérience? C'est-à-dire qu'au fond, elle n'en parlait pas, mais elle avait écrit, elle continuait à écrire, et elle avait même un projet de publication post-mortem de son vivant. Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est la démarche qu'elle a eue, à savoir que dès sa libération en 1946, elle a décidé d'écrire un manuscrit très factuel, s'appuyant même pour augmenter le côté objectif de ses notes, s'appuyant même sur des lettres qu'elle avait elle-même écrites, échangées avec sa sœur. Et ce n'est qu'en 1987, qu'elle a décidé de reprendre ce manuscrit, d'y rajouter quelques éléments et de le confier à Aladir, et en particulier c'est en particulier Anis Postel-Vinet qui a pris en charge la publication de ce manuscrit. Alors, je ne sais pas si on peut dire que véritablement elle souhaitait une publication post-mortem, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle souhaitait que ce témoignage-là, qui est très brut, qui est presque brutal, qui n'est pas du tout empreint d'émotion, c'est-à-dire qu'elle relate uniquement les faits, et c'est d'autant plus percutant. Et je me souviens d'une correspondance que j'avais lue entre Anis Postel-Vinet et une camarade également qui avait été déportée, une survivante, dans lequel Anis a le nom de Bijou pour qualifier ce témoignage.
venant d'une personne qui avait été déportée, je pense que c'est particulièrement frappant. Donc cette objectivité, ben oui, on cherche à la poursuivre parce que cet esprit d'objectivité, on cherche à le poursuivre puisque souvent on met en doute, les histoires relatées sont tellement incroyables qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent mettre en doute ces événements. Et donc cet esprit a été poursuivi, puisque, alors il y a une première édition de ces mémoires, on peut dire ça, aux éditions Actes Sud en 1991, puis une réédition aux éditions du Félin en 2006, et c'est vrai que malgré cela, ce témoignage comment dirais-je, était relativement peu connu, même s'il y a quelques personnes qui ont entrepris l'organisation de colloques, en particulier en Alsace, ou même de spectacles autour de ce qu'elle relatait. Et puis c'est George Hauptmann qui a finalement fait un certain nombre de recherches en s'appuyant en partie sur des archives que nous avions, que ma mère avait conservées à la maison. Et avec Marie-Van Boschwig, vous avez donc écrit ce livre sur Adélaïde Oval, qui non seulement donc relate des passages de son témoignage, mais aussi qui l'alimente avec toutes ces archives, des copies de lettres, des lettres qu'elle a envoyées, qu'elle avait réussi entre autres, ce qui m'émeut à chaque fois beaucoup, des wagons lorsqu'elle était partie à Auschwitz. Et donc c'est à cette occasion-là qu'on a pu, comment dirais-je, ce manuscrit a pu être enrichi de ces témoignages. Et puis enfin, Rester humain, où là, ce sont des autres textes d'Heidi, c'est-à-dire pas uniquement ce témoignage brut qu'elle a voulu, elle, donner post-mortem. J'avais pas tout à fait fini sur ce sujet, certes, parce qu'elle savait ce qu'elle allait faire elle-même, elle avait un projet d'action pour sa propre personne, et lorsqu'elle a donné ce manuscrit en 87, elle savait pertinemment que ce serait post-mortem. Maintenant, elle ne l'a pas précisé de cette façon-là à ses camarades. Donc, et ce dernier livre qui reprend d'autres textes d'elle, qui ont été pour la plupart écrits effectivement juste après la guerre, et qui sont un petit peu différents que le message qu'elle a voulu laisser à la fin, puisqu'ils ce sont vraiment des témoignages à chaud qu'elle donne, et là c'est encore autre chose, et donner accès à ces textes-là pour moi est vraiment formidable. Je vous en remercie. Je remercie les éditions Apollos. Entre autres, les Apôtres des camps, où là on rejoint effectivement l'esprit qu'avait Annette Monod, puisque dans Apôtres des camps, elle fait l'hommage de justement toutes ces personnes qui ont su aider, ils ont su s'aider les uns les autres. Voilà, et vous le dites avec émotion, Hélène Oval, et on ressent bien tous de quelle façon vous avez hérité de cette mémoire, comment à votre tour vous poursuivez cette œuvre en vous faisant à votre tour chercheuse de documents, participer à l'édition. C'est votre façon à vous de faire quelque chose de cet héritage. Alors en fait, moi j'ai pas beaucoup travaillé pour la recherche des documents, c'est surtout Georges qui a travaillé. Mais oui, effectivement, dès les années 90, dès la parution de ce livre, il me semblait important, il nous semblait important à la famille que oui, son parcours soit plus connu, soit mieux connu. Maintenant, la mise en œuvre, c'est vrai qu'on était très démunis, puisqu'elle a été très discrète sur ce qu'elle avait vécu véritablement. Elle n'a pas véritablement, pas du tout même, fait part dans le détail de ces années-là. Et donc, on ne savait pas trop quoi faire avec ce témoignage, puisqu'on se disait, mais il faut qu'on ait cette même attitude finalement de retenue, et puis voilà, rester un petit peu dans, comment dirais-je, dans cette posture de ne pas se mettre en avant, etc. Et puis finalement, en réfléchissant un peu plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées depuis la première édition en 91, mais en réfléchissant un peu plus, eh bien, oui, si elle a confié ce document, c'est bien qu'elle voulait qu'il soit connu.
Donc voilà, oui, on essaye de poursuivre dans ce sens. Et d'un mot peut-être, est-ce que au cours de ce travail, vous avez pu du coup percer quand même cette attitude tellement distanciée qu'il y a eu au sein de la famille même, votre tante, avec les autres membres de sa famille, est-ce que vous avez le sentiment que c'est sa façon à elle de tenir aussi, c'est-à-dire d'avoir tout de suite eu cette attitude distante et de cette fête en quelque sorte tout de suite historienne de sa propre expérience qui est devenue ensuite sa propre mémoire? Alors j'estime aussi qu'il y a toujours un danger à vouloir interpréter ce qu'elle a voulu faire, pourquoi est-ce qu'elle a procédé de cette façon. Donc je resterai toujours prudente sur toutes ces questions qui concernent vraiment la profondeur de son être et les explications qu'on peut donner aussi bien à la démarche qu'elle a eue après la guerre que pendant la guerre. Je pense qu'on ne les trouvera jamais. C'est toujours sujet à caution. Néanmoins, je pense que les personnes qui ont vécu cela ont vécu des choses incommensurables, inexprimables en fait. Et c'est pour moi l'explication pour laquelle elle est restée donc, très discrète sur ces années, même si j'ai retrouvé dans un c'était une interview concernant le procès d'Hering. Je ne sais pas si vous me rappelez le nom de la journaliste. Et donc, en fait, la journaliste relate que lorsque Heidi parle de ce qu'elle a vécu, parle d'Auschwitz, elle a une attitude très calme et très déterminée. Et lorsqu'elle parle des événements contemporains de l'époque, c'est-à-dire en 1972, sur, entre autres, des problèmes d'éthique médicale, là, elle s'anime véritablement. Donc, elle a, oui, personnellement, besoin de garder cette distance parce que c'est trop dur, tout simplement. Merci beaucoup, Hélène Oval. Beaucoup de questions, beaucoup de matière à réflexion pour nous toutes et tous. À l'écoute de ces destins croisés de ces deux femmes. Un tout petit mot, Patrick Cabanel, peut-être pour compléter cette tentative de définition de cette résistance féminine non violente. On ajoutera protestante.